À la fin de la première partie, Bongwan, coincé dans le corps de la reine Soyong, s'efforce de retourner à son époque en remplissant un lac qu'il pense être la clé de son retour. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et le lac se dessèche, le laissant piégé dans le passé. Après une réunion tendue avec la grande émérise et Kim Jong-un, Bongwan comprend que la seule façon de rester en sécurité est de s'excuser et d'accepter sa nouvelle vie en tant que reine. Même si cela signifie renoncer à son rêve de retourner dans son vrai monde. Le lendemain, dans la chambre de Hwajin, le roi réfléchissait à la confession de Soyong. Il réalisa que sa conviction selon laquelle Soyong essayait de faire porter le chapeau à Hwajin était complètement erronée. En réalité, Soyong l'avait défendu. Le roi se souvint du moment avant que Soyong ne saute dans le lac, après qu'elle lui avait avoué ses sentiments, mais il avait réagi froidement. Le roi croyait que Soyong avait tenté l'impensable à cause de son amour non partagé. Cependant, le prince Yongpyeong suggéra que les actions de la reine faisaient peut-être partie d'un plan pour attirer l'attention du roi. Souhaitant en avoir le cœur net, le roi décida de rendre visite à la reine. Dans sa chambre, Bongwan se sentait frustré car, pendant les 15 jours suivants, il devrait agir comme une véritable reine pour regagner la confiance de la grande émérise. Il blâma Choljong pour avoir rejeté l'amour de Soyong, ce qui avait conduit celle-ci à sauter dans le lac et à provoquer l'échange d'âmes. Pour aggraver les choses, plus tôt dans la journée, Bongwan avait impulsivement défendu Hwajin, et maintenant, il craignait de rester coincé dans ce corps pour toujours. Alors que Bongwan déversait sa colère, le roi arriva, ce qui fit encore plus rager Bongwan. Furieux, Bongwan lança une épingle à cheveux qui se ficha dans le mur, surprenant le roi et les servantes. Le comportement de la reine laissa le roi confus. Il se rendit ensuite au lac et demanda pourquoi il était à nouveau rempli d'eau. L'eunuque expliqua que la reine Soyong avait supplié la grande émérise de le remplir à nouveau. Le roi commença alors à suspecter que la reine pourrait tenter de faire quelque chose d'inattendu, comme sauter à nouveau dans le lac. Entre-temps, Byo-in rencontra Kim Jong-un et demanda le poste de ministre de la Justice. Au fond, Byo-in voulait découvrir qui avait attaqué la reine cette nuit-là. Le lendemain, le roi approuva la demande de Byo-in pour ce poste. Ailleurs, Bongwan, qui était puni, passait son temps dans la cuisine royale à coudre. Il fabriquait un couvercle spécial pour garder les plats au chaud pendant qu'ils étaient transportés. Bongwan cuisinait ensuite à nouveau pour la grande émérise, avec un plat croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Bien sûr, la grande émérise adorait cela, et Bongwan se sentit fier de lui. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'intention de la reine Soyong de faire quelque chose de radical se répandirent rapidement dans le palais. Le clan Punyangjo en profita et commença une pétition pour faire destituer Soyong de son poste de reine. Et Hwajin, qui s'apprêtait à commencer à peindre, se sentait triste en pensant à sa servante, Owol, qui était blessée. Mais le prince Yongpyeong arriva pour lui tenir compagnie, et il devint clair que le prince avait secrètement des sentiments pour Hwajin. Après avoir terminé sa peinture, Hwajin rendit visite à la reine douairière Jo dans ses appartements. La reine douairière Jo lui expliqua que l'ancien roi, qui était son mari, avait été empoisonné parce qu'il avait essayé de s'opposer au clan Andon Kim. Elle avertit Hwajin de faire attention et partagea que le clan Punyangjo prévoyait de soumettre une pétition pour destituer la reine Soyong. La reine douairière Jo demanda ensuite au père de Hwajin, qui avait une grande influence, de soutenir cette pétition. La scène revient à cette nuit-là. Hwajin se tenait près du lac, attendant le roi, mais soudain, Soyong apparut et dit à Hwajin qu'elle ne pourrait pas le rencontrer. Là, Soyong accusa Hwajin d'avoir changé quelque chose d'important. Soyong savait qu'Hwajin cachait un secret, et si le roi le découvrait, Hwajin deviendrait quelqu'un que Choljong détesterait. Mais Hwajin ne se laissa pas faire et menaça de dire à Choljong que Soyong prévoyait de lui faire du mal. La menace de Soyong ne fonctionna pas, et dans un élan de frustration, elle jura qu'Hwajin perdrait la personne qu'elle aimait. Puis, Soyong se jeta dans le lac. Hwajin, choqué, s'enfuit de la scène. Dans sa chambre, le roi, tout en lisant, se remémora la colère intense de Soyong la nuit précédente. Par son comportement, comme le fait de lancer son épingle à cheveux, il était clair qu'elle était vraiment furieuse et ne cherchait pas seulement à attirer l'attention. Bientôt, de fortes pluies commencèrent à tomber. De son côté, Bongwan, qui se détendait dans la cuisine du palais, était ravi, car la pluie remplirait naturellement le lac. Il sortit joyeusement sous la pluie, se faisant tremper, tandis que la servante paniquait et essayait de le protéger. Et le roi, passant par là, fut surpris de voir la reine danser sous la pluie et trouva qu'elle était belle. Il commença à être curieux de la vraie Soyong. Peu après, Bongwan,
occupé à danser sous la pluie, remarqua que le roi le fixait. Se sentant joyeux, il invita le roi à se joindre à lui. Le roi s'approcha, s'excusa et dit à la reine de se mettre à l'abri. Mais Bongouan, célébrant le remplissage du lac, insista pour rester sous la pluie. Il dit au roi que ce serait le dernier jour où il agirait ainsi, car demain, tout reviendrait à la normale. Bongouan prévoyait de quitter cette époque en sautant dans le lac, souriant. Le roi, confus mais intrigué, finit par laisser la reine profiter de la pluie. Le jour tant attendu arriva enfin. Bongouan murmura doucement aux deux servantes qui dormaient devant sa chambre. À Hongyon, il lui rappela de dire à ses descendants d'acheter des terres à Gangnam. À Choi, Bongouan exprima sa gratitude. Avant de sauter dans le lac, Bongouan grava un message sur une pierre. Sans hésiter, il se jeta ensuite dans le lac. Alors qu'il coulait, il aperçut au loin quelqu'un qui nageait vers lui pour le sauver. Quelques heures plus tôt, ce matin-là, la forte pluie avait cessé. Choljang était en réunion avec Hong, mais il ne pouvait pas se concentrer. Son esprit vagabondait vers Soyoung, dont le comportement était étrange et très différent de celle qu'il avait connue auparavant. Choljang se trouva intrigué par cette nouvelle Soyoung, presque comme si elle venait d'un autre monde. Il se souvint des mots de Soyoung sous la pluie, lorsqu'elle avait dit qu'après aujourd'hui, tout redeviendrait normal. Ensuite, Choljang se leva dans la panique et se précipita dehors. La forte pluie signifiait que le lac était désormais rempli d'eau. Il se rappela qu'un des hommes du roi lui avait dit que la reine avait supplié la grande émérise de remplir le lac. Maintenant, le lac devait être plein, et Choljang craignait que la reine essaie de sauter à nouveau dans le lac. Il s'avéra que les soupçons du roi étaient fondés, car il trouva les vêtements de la reine, son épingle à cheveux, et un message gravé sur une pierre près du lac. En voyant cela, Choljang sauta rapidement dans le lac et vit Soyoung flotter. Malgré sa résistance, il insista pour la sauver, la traînant jusqu'au rivage. À ce moment-là, Bongouan était furieux car sa tentative de retourner dans le monde moderne avait été ruinée par le roi. Cependant, le roi devint également en colère, pensant que Soyoung essayait de faire quelque chose de drastique à nouveau. Ils commencèrent à se disputer, mais avant que Bongouan puisse expliquer, Choi et Hongyon arrivèrent et emportèrent la reine dans sa chambre. Bongouan mentit à Choi, disant qu'il voulait juste nager dans le lac ce matin-là. Entre-temps, Byung-in se préparait pour son premier jour en tant que ministre de la Justice. Déterminé, il prévoyait d'utiliser son nouveau pouvoir pour trouver la personne qui avait attaqué Soyoung cette nuit-là. Ailleurs, Owol, qui n'était pas encore complètement rétabli, tentait de sortir discrètement du palais, portant un charme que Wajin lui avait donné. Selon les règles du palais, les personnes non royales qui étaient blessées ne pouvaient pas rester à l'intérieur. Malheureusement, Owol croisa les hommes de Kim Jwa-gun, et cette journée s'avéra être la dernière pour elle. Il s'avère qu'il y a une servante espionne dans la salle d'O Jeon. Elle fait secrètement des rapports au ministre du clan Punyang-jo, et cette fois, elle surveillait Soyoung, qui venait de sauter à nouveau dans le lac. Suivant les ordres de Kim Jwa-gun, la servante espionne devait rapporter tout ce qu'elle savait sur la reine et le roi sautant dans le lac ensemble. En échange, elle serait promue et aurait la responsabilité de la chambre de la reine. Pendant ce temps, Jo Wajin, se sentant seul, reçut la visite de la reine douairière Jo, qui lui apporta un ensemble de flèches en guise de cadeau. Cependant, le vrai cadeau était la nouvelle d'une pétition envoyée au clan Punyang-jo pour destituer la reine Soyoung. Dans sa chambre, Bongouan commença à réfléchir. S'il ne pouvait pas revenir par le lac, alors comment pourrait-il retourner chez lui? Il se souvint du moment où lui et Soyoung avaient failli se noyer. Peut-être avait-il besoin d'être à nouveau au bord de la mort pour échanger leurs âmes. Un frisson parcourut l'échine de Bongouan. Il craignait que s'il essayait quelque chose d'extrême, il risque réellement de mourir. Donc, Bongouan décida d'essayer de comprendre l'âme de Soyoung. Il se rappela le tissu rouge que Soyoung avait cousu, qui s'était révélé être une lettre d'adieu. Bongouan fut choqué, réalisant que Soyoung n'avait peut-être pas voulu vivre à cette époque. Après l'échange de leurs âmes, peut-être que Soyoung avait fui et ne voulait pas revenir. Se sentant encore plus confus et paniqué, Bongouan pensa à invoquer l'esprit de Soyoung pour qu'elle retourne dans son corps. Il demanda à Choi si elle connaissait des chamans compétents dans les environs. Choi se souvint que la seule avec ce genre de pouvoir était la reine douairière Jo. Peu après, la visite de Soyoung chez la reine douairière Jo, remplie de bougies, d'amulettes et ayant une ambiance mystique, mit la reine douairière Jo mal à l'aise. Peut-être que Soyoung était venue parce qu'elle soupçonnait que la reine douairière Jo avait un jour utilisé des amulettes pour lui jeter un sort. En réalité,
Soyoung était là pour demander de l'aide pour un rituel d'invocation des esprits. La reine douairière Jo n'y a connaître quoi que ce soit à ce sujet et dit qu'elle ne croyait pas en de telles choses. Lorsque Soyoung jeta un coup d'œil aux amulettes sur les colonnes, la reine douairière Jo fit rapidement signe à sa servante de les enlever. En fin de compte, la tentative de Soyoung d'utiliser le chamanisme échoua, car la reine douairière Jo refusa de l'aider. Alors que Bongwan s'éloignait, il se demanda pourquoi l'âme de Soyoung n'avait pas essayé de retourner dans son corps. Était-ce parce qu'elle se sentait piégée en tant que reine ou à cause d'un cœur brisé? Bongwan imagina alors que peut-être Soyoung, qui avait toujours été rigide et n'avait jamais eu de relation, flirterait maintenant avec des hommes dans le monde moderne en utilisant le corps de Bongwan. Maintenant, l'état mental de Soyoung se détériorait, et elle devenait encore plus stressée. Elle cria et s'emporta au bord du lac. Et Bongwan, frustré, menaça que si Soyoung ne revenait pas dans son corps, il ferait du mal au corps de Soyoung avec une épingle à cheveux. En même temps, Choi, remarquant le comportement étrange de la reine, ne pouvait qu'observer, épuisée. Elle se demanda si la reine agissait ainsi parce qu'elle avait été trop souvent réprimandée. Pendant ce temps, ne pouvant pas obtenir d'aide de la reine douairière Jo, Bongwan, désespéré, décida d'essayer un rituel d'invocation des esprits par lui-même, mais cela ne fonctionna pas. Plus tard, Hongyon apporta un livre en cadeau du roi, mais Bongwan refusa de l'accepter. Ce jour-là, Choljong nomma officiellement Byung-in comme ministre de la Justice. Là, Choljong demanda pourquoi Byung-in, qui avait auparavant refusé tout poste gouvernemental, voulait maintenant ce travail. Avec un regard déterminé, Byung-in dit qu'il voulait rétablir l'ordre dans le pays, surtout avec la crise interne qui se déroulait. Choljong reçut ensuite la pétition pour destituer Soyoung. Il fut surpris mais, pour la première fois, décida fermement de rejeter la pétition, disant qu'elle n'était pas correctement signée. Cette démonstration inattendue de fermeté de la part de Choljong choqua tous les présents dans la salle. Pendant ce temps, Bongwan, gardant une rancune contre Soyoung, pensait à mal utiliser son corps. Hongyon encouragea Soyoung à ne pas perdre espoir, disant que même si elle avait perdu la mémoire, elle devait toujours prendre soin de sa santé. Hongyon croyait que la reine était stressée à cause de la perte de mémoire, bien que ce ne soit pas vrai. En entendant cela, le moral de Bongwan commença à remonter. Alors qu'il se détendait, Byung-in fit son apparition, suivi de Choljong. Devant Soyoung, Byung-in accusa Choljong d'avoir poussé Soyoung à vouloir mettre fin à ses jours. Choljong nia cela, entraînant une vive dispute entre les deux hommes. Et Bongwan, fatigué d'être défendu par les deux hommes, les interrompit. Après le départ de Byung-in, Choljong s'agenouilla devant Bongwan et lui rendit l'épingle à cheveux qu'il avait laissée sur la pierre. Choljong demanda alors une chance de mieux comprendre Soyoung. Ce geste surprit Bongwan, mais il accepta la demande sincère de Choljong. Pendant ce temps, la reine douairière blâma le comportement étrange de Soyoung pour toutes les rumeurs négatives qui circulaient à son sujet et qui étaient utilisées par le clan Punyang-jo. Bongwan dit avec assurance à la reine douairière que si elle le soutenait, il clarifierait tous les potins et rumeurs. Bongwan rassembla alors un groupe de jeunes hommes forts et séduisants pour porter les plateaux de nourriture. Utilisant le pouvoir des influenceurs, Bongwan visa à contrer les mauvaises rumeurs sur Soyoung. Ces hommes ne se contentaient pas de servir de la nourriture, ils répandaient également des rumeurs positives sur Soyoung. Rapidement, tout le palais bourdonnait de nouvelles affirmant que c'était Hwajin qui avait essayé de pousser la reine dans le lac. Cependant, comme Soyoung la défendait en disant qu'elle avait tenté de se suicider, Hwajin ne fut pas punie. Cela donna à Hwajin une mauvaise image, tandis que Soyoung était perçue comme une personne bienveillante et noble. Et Hwajin, apprenant cela, se rendit chez Choljong. Avant qu'elle puisse parler, Choljong demanda le soutien de son père pour rejeter la pétition visant à destituer Soyoung. Hwajin accepta, mais fit une demande cachée, souhaitant inviter Choljong à passer la nuit avec elle, car il ne l'avait pas visitée depuis qu'elle était devenue concubine. Choljong promit de lui rendre visite ce soir-là. Après avoir rencontré Choljong, Hwajin alla voir Soyoung. Soyoung l'accueillit dans sa chambre, pensant qu'Hwajin serait gentille puisque Soyoung l'avait défendue. Mais au lieu de cela, Hwajin lança un regard froid à Bongwan. Les potins avaient créé des tensions entre elles. Hwajin dit que même si elle se sentait reconnaissante pour l'aide de Soyoung, elle demanderait maintenant à son père de ne pas soutenir la pétition pour destituer la reine Soyoung. Peu après, Hwajin demanda à Soyoung si elle mentirait encore pour attirer l'attention du roi, comme elle l'avait fait par le passé lorsqu'elle l'avait perdu à cause de mensonges. Bongwan répondit fermement qu'il n'était pas du tout intéressé par le roi.
Wajin révéla alors son plan de passer la nuit avec le roi. Bongguan fut choqué, non pas à cause du roi, mais à cause d'Wajin elle-même, ce qui le laissa le cœur brisé. Cependant, Wajin pensait que Soyong était contrarié à cause du roi. Dans une maison de passe, Byo-in rencontra un ministre du clan Punyang-jo, qui poussait pour la destitution de Soyong. Là, Byo-in lui montra une lettre prouvant qu'Wajin avait collaboré avec la reine Douerière-jo pour se débarrasser de Soyong. En réalité, il s'agissait d'une lettre fausse créée par Kim Jwa-gun. Utilisant cette lettre comme menace, Byo-in exigea que le clan Punyang-jo retire la pétition de destitution. S'il refusait, Byo-in révélerait la lettre et ruinerait les réputations d'Wajin, de la reine Douerière-jo et du clan Punyang-jo. Le ministre n'eut d'autre choix que d'accepter. Cette nuit-là, Wajin demanda à Yeonpyeong de livrer une lettre à son père, lui demandant de ne pas soutenir la pétition pour destituer Soyong. Cependant, Yeonpyeong hésita, voulant d'abord discuter de la question avec Choljong, car il croyait que la destitution pourrait affaiblir le clan Andon Kim. À contre-cœur, Yeonpyeong prit la lettre. Après son départ, Wajin se prépara à rencontrer Choljong. Entre-temps, Yeonpyeong rencontra Choljong, qui se rendait chez Wajin. Yeonpyeong suggéra de ne pas annuler la destitution de la reine. Mais Choljong resta ferme, disant que si Soyong était destituée, la prochaine reine viendrait toujours du clan Andon Kim. De plus, Soyong avait défendu Wajin. Yeonpyeong avertit Choljong de ne pas fléchir et lui rappela que si la reine s'avérait être une ennemie, Choljong devait s'en occuper lui-même. Pendant ce temps, chez la reine Douerière-jo, un chaman arriva pour effectuer un rituel sur Soyong, qui se trouvait alors dans la cuisine. Bongguan, à l'intérieur du corps de Soyong, passait son temps à coudre des bannières. En fait, Bongguan avait l'intention de commencer une entreprise alimentaire dans le palais. Après avoir vécu si longtemps à cette époque, il commençait à l'apprécier. Il était déterminé à apporter des idées modernes dans le passé et à devenir la première personne en Corée à inventer quelque chose. Dans la salle de la reine Douerière-jo, le chaman effectuant le rituel déclara que le corps de la reine avait été pris par un esprit maléfique. Au même moment, Bongguan, qui était excité à l'idée d'inventer la climatisation en Corée, s'évanouit soudainement. Il s'est avéré que dans le monde moderne, le véritable corps de Bongguan était dans le coma à l'hôpital. Quelqu'un lui retirait son masque à oxygène, mettant sa vie en danger. De retour dans la cuisine, tout le monde paniqua lorsque Soyong s'évanouit. Le chef royal vérifia son état et annonça que la reine avait cessé de respirer. Tout cela était causé par Han, qui était jaloux et avait de mauvaises intentions. Il avait retiré le masque à oxygène de Bongguan, faisant chuter les signes vitaux de son corps. Peu après, des médecins et des infirmières se précipitèrent pour sauver Bongguan, et miraculeusement, son âme retourna dans son vrai corps. Cependant, Bongguan fut diagnostiqué en état végétatif, ce qui signifiait qu'il semblait inconscient, mais pouvait encore ouvrir les yeux, entendre et bouger légèrement. 2 détectives de police, qui prévoyaient d'arrêter Bongguan, lui rendirent visite à l'hôpital. Ils parlèrent devant son corps, disant que le chef Bongguan avait été piégé et qu'il était pris au milieu d'une lutte entre Han et le Premier ministre. Pendant ce temps, lorsque la reine s'évanouit et tomba dans le coma, le roi annula sa visite au palais de Wajin. Il courut aussi vite qu'il le put pour voir la reine, qui était allongée inconsciente. Tout le monde se demandait ce qui avait causé son évanouissement. Le médecin qui l'examina dit que la reine était dans un état végétatif, semblable à celui de Bongguan. Cependant, la différence était que Bongguan pouvait cligner des yeux, tandis que les yeux de la reine restaient fermés. Le roi paniqua lorsque le guérisseur dit que la reine pourrait mourir. Désespéré, il transporta la reine jusqu'à la salle du village. Le guérisseur inséra des aiguilles d'acupuncture dans la tête de la reine, et soudain, la reine se redressa et maudit le guérisseur avec colère. Pendant un instant, l'âme de Bongguan retourna dans le corps de Soyong. Il fut choqué de voir le roi là, puis s'évanouit à nouveau. Le guérisseur avertit que la nuit serait critique pour la reine. Le roi décida de rester aux côtés de Soyong, regrettant la façon dont il l'avait maltraité et espérant avoir l'occasion de redresser les choses. Plus tard, le roi entendit Soyong murmurer dans son sommeil. Pendant ce temps, dans sa salle, Wajin, qui était magnifiquement habillée, dut faire face à la déception en apprenant que le roi avait annulé sa visite parce que la reine s'était évanouie. Furieuse, Wajin pensa que ce n'était qu'une excuse de la reine, sachant que le roi était censé rester avec elle cette nuit-là. Upset que son plan pour passer la nuit avec le roi ait échoué, Wajin se rendit chez la reine Douerière-jo, qui préparait un rituel. Là, Wajin demanda de l'aide à la reine Douerière-jo pour vaincre la reine Soyong. Entre-temps, chez la reine Douerière-jo,
Une diseuse de bonne aventure suggéra de placer des objets malchanceux dans la salle d'Ojongjeon pour préparer un rituel visant à chasser les esprits malins du corps de la reine. Avec l'approbation de la reine douairière Jo, la diseuse de bonne aventure se rendit sous la salle et planta des amulettes. En même temps, une servante espionne avait pour tâche de prendre les affaires de Soyoung afin de renforcer le rituel. Elle réussit à prendre un morceau de tissu de Soyoung et le donna à Han, la servante de confiance de la reine douairière Jo. Ailleurs, Byung-in, déterminé à découvrir qui avait attaqué Soyoung, commença à déceler de nouvelles pistes. Il appela un eunuque qui avait vu Yongpyeong brûler les vêtements de Choljong pour couvrir ses traces. L'eunuque témoigna que Choljong avait pris un morceau du tissu brûlé, qui correspondait à celui que Byung-in avait. Confiant, Byung-in soupçonnait que Yongpyeong était impliqué dans l'attaque contre Soyoung, avec l'aide de Choljong. Pendant ce temps, Kim Jwagun informa la grande impératrice douairière que la reine douairière Jo réalisait des rituels sur Soyoung, un rapport qu'il avait probablement reçu de la servante espionne. Au même moment, l'eunuque de Choljong informa que la reine s'était évanouie, probablement à cause d'un empoisonnement accidentel. La grande impératrice douairière et Kim Jwagun demandèrent immédiatement de l'aide au ministère de la Justice, dirigé par Byung-in, pour enquêter sur la résidence de la reine douairière Jo, où elle réalisait un rituel, et pour vérifier la cuisine royale. Au cours de l'enquête, l'équipe de Byung-in trouva un poison de type A dans la cuisine. Des hauts fonctionnaires du clan Andong Kim ont fait irruption dans la résidence de la reine douairière Jo, laissant Han et la diseuse de bonne aventure sous le choc. À ce moment-là, la grande impératrice douairière accusa la reine douairière Jo d'avoir utilisé de la magie sur la reine Soyoung, mettant sa vie en danger. La reine douairière Jo demanda des nouvelles de la reine. La grande impératrice douairière expliqua que Soyoung avait été empoisonnée et qu'un poison de type A avait été trouvé dans la cuisine, un endroit où la reine passait souvent du temps. En entendant cela, la reine douairière Jo fut stupéfaite, car cela lui rappelait le défunt roi, qui était également mort empoisonné. En se remémorant le passé, la reine douairière Jo rappela à tous que l'ancien roi était mort de la même manière. La grande impératrice douairière souligna alors que la reine douairière Jo l'avait toujours blâmée pour la mort de l'ancien roi. En réalité, la reine douairière Jo avait sacrifié son propre enfant pour se sauver à l'époque. Et maintenant, elle utilisait des amulettes enterrées sous la salle d'Ojongjeon. En punition, la grande impératrice douairière condamna la diseuse de bonne aventure et Han à mort. Choquée par la punition de ses complices, la reine douairière Jo implora la clémence. Elle déclara ensuite à la grande impératrice douairière qu'elle devait avoir confiance dans le fait que Choljong était sous son contrôle, tout comme elle avait contrôlé le défunt roi. Il semble qu'il y ait un secret inavoué entre les deux reines-mères. En se souvenant des paroles de la reine douairière Jo sur le fait que Choljong cachait quelque chose, la grande impératrice douairière devint mal à l'aise. Peu après, Byung-in proposa de vérifier l'état de Choljong. Il se rendit auprès de Choljong, qui était avec Soyoung, et l'informa que la reine douairière Jo et Hwajin avaient effectué un rituel sur la reine. Il mentionna également qu'un poison de serpent avait été trouvé dans la cuisine, où la reine avait séjourné. Byung-in ajouta qu'il garderait désormais la reine et enquêterait sur l'attaque dont elle avait été victime lors de leur seconde nuit de mariage. Cependant, Choljong refusa. Sa vraie nature commença à se montrer, il n'était pas aussi faible que les gens le pensaient. Choljong ordonna à Byung-in de partir et précisa que Soyoung était sa femme. Il décida ensuite de déplacer la reine chez ses parents cette nuit-là pour sa sécurité. Plus tard, dans sa chambre, Choljong, Yongpyeong et Hong discutèrent de la détermination de Byung-in à découvrir l'affaire de l'attaque de la reine, qui les impliquait tous les trois. Il devint clair que Choljong et ses amis préparaient secrètement une force spéciale pour le défendre à l'avenir. Après la réunion, Choljong rendit visite à Hwajin et lui conseilla de garder ses distances avec la reine douairière Jo, car cette dernière avait été accusée d'avoir empoisonné la reine Soyoung. Choljong insinua également pourquoi ils ne pouvaient pas être ensemble. Pendant ce temps, la grande impératrice douairière discuta de la situation de la reine avec Kim Jwagun. Elle s'inquiétait que si cela continuait, Hwajin pourrait accoucher d'un prince en premier. Cependant, Kim Jwagun avait déjà préparé un plan de secours car il avait une personne du clan Andong Kim prête à remplacer la reine Soyoung si elle ne se rétablissait pas. Il fut également révélé que Kim Jwagun avait choisi Choljong pour être roi, et si jamais Choljong allait à l'encontre du clan Andong Kim, la grande impératrice douairière pourrait facilement l'écarter du trône. Plus tard, la reine se réveilla enfin, mais c'était toujours l'âme de Bongwan dans son corps. Bongwan fut choqué de se retrouver dans un endroit éblouissant rempli de décorations dorées. Au début, il pensa avoir été envoyé à l'époque des Incas, mais en voyant Hongyon,
Il se détendit, réalisant qu'il était toujours à l'époque Joseon. Hong-Yon expliqua que la reine était maintenant dans sa propre maison. Bon-Gwan fut surpris, car cela signifiait qu'il rencontrerait le vrai père de Soyoung, Kim Moon-gun. Se sentant mal à l'aise, Bon-Gwan pensa qu'à l'époque moderne, le père de n'importe quelle fille était son plus grand défi, et maintenant, il devait faire face à Kim Moon-gun, le père de Soyoung. À ce moment-là, Kim Moon-gun accueillit Soyoung avec joie et amena les meilleurs guérisseurs pour s'occuper d'elle. Il prépara même un salon royal, ce qui effraya presque Bon-Gwan. Mais après quelques persuasions, Bon-Gwan accepta de se préparer. Des choses étranges commencèrent à se produire. Ensuite, des souvenirs de la vraie Soyoung apparurent, et Bon-Gwan découvrit que l'anniversaire de Soyoung tombait le même jour que l'anniversaire de la mort de sa mère. Cela signifiait que Soyoung n'avait jamais célébré son anniversaire avec joie. Hong-Yon fut tout aussi surpris que Bon-Gwan de constater que les souvenirs de la reine étaient revenus, surtout maintenant que Bon-Gwan pouvait se connecter avec les souvenirs de Soyoung. Pendant ce temps, Chol-Jong et ses amis s'entraînaient secrètement aux arts martiaux dans la forêt. Hong avait été désigné pour former ses soldats au tir à l'arc. Il semblait que l'armée secrète cachée de Chol-Jong commençait enfin à agir. Pour dissimuler ses activités, Chol-Jong prétendit qu'il venait de rentrer d'une chasse. En rentrant, Chol-Jong reçut des nouvelles de Kim Jwa-gun, lui annonçant que la reine Soyoung avait repris connaissance. Chol-Jong se dirigea ensuite vers la résidence de Kim Moon-gun. En rendant visite à la reine, Chol-Jong avait un objectif plus important, trouver un livre de contes qui, selon les rumeurs, était conservé par son beau-père. En chemin, un bouquet de fleurs flotta soudainement vers lui. Il s'avéra que les fleurs appartenaient à une femme qui les avait reçues de son petit ami. Par gêne ou pour une autre raison, la femme repoussa les fleurs, et elles se retrouvèrent devant le roi. Peu après, Chol-Jong ramassa les fleurs, pensant qu'elle ferait un joli cadeau pour la reine. Ailleurs, Hwa-jin regardait un livre d'histoire pour enfants, où elle avait remplacé le nom de l'ancien propriétaire par le sien. Yeon-Pyeong arriva et l'informa que Chol-Jong était allé rendre visite à la famille de la reine. Se sentant jalouse, Hwa-jin décida de le suivre, rempli de soupçons. Au bureau de la justice, Byo-in ordonna à ses hommes de surveiller la personne qui avait vendu du poison de type à Han. Retrouvé dans la cuisine et suspecté d'avoir causé l'évanouissement de la reine Soyoung. Pendant ce temps, la reine douairière Jo visita la maison du ministre Jo et demanda que le broche royal et un autre objet soient préparés. Le ministre Jo fut surpris, se demandant si la reine douairière Jo comptait donner ces objets à la reine Soyoung, car seule une reine pouvait posséder cette broche. Ailleurs, Kim Jwa-gun ordonna à l'eunuque de trouver un objet très important caché dans le coffre-fort de Kim Moon-gun, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. En même temps, Bon-Gwan commença à accéder aux souvenirs et aux compétences de Soyoung. Il devint soudainement expert à jouer du luth, ce qui le laissa confus. Pour aggraver les choses, la voix habituelle de Bon-Gwan disparut, remplacée par la douce voix féminine de Soyoung, ce qui le choqua. Stressé, Bon-Gwan joua à la balançoire, et dans sa frustration, il sauta très haut. Avec un sourire malicieux, Bon-Gwan commença à comploter sa revanche contre le secrétaire Han en détruisant sa famille dans le présent et en empêchant ses ancêtres de naître. Bon-Gwan commença également à réfléchir à des moyens de gagner du pouvoir à cette époque. Peu après, Hong-Yon donna à Bon-Gwan une réponse surprenante. Le seul moyen de rendre la grande impératrice douairière heureuse était que la reine donne naissance à un prince. Cependant, Bon-Gwan pensa que c'était une mauvaise idée. Au lieu de cela, en utilisant les souvenirs de Soyoung, Bon-Gwan découvrit un coffre au trésor secret appartenant à son père. À l'intérieur se trouvait un coffre rempli de métaux précieux, très prisé par les femmes du palais. Avec ce trésor, Bon-Gwan décida de retourner au palais, prévoyant de soudoyer la grande impératrice douairière pour obtenir plus de pouvoir. Pendant que Bon-Gwan rêvait de devenir une reine puissante, Chol-Jong arriva, tenant un bouquet de fleurs. En voyant à quel point Chol-Jong était beau, les souvenirs de Soyoung prirent soudainement le dessus sur Bon-Gwan. Le souvenir de Soyoung de son couronnement en tant que reine, qui était très spécial pour elle, fit réaliser à Bon-Gwan qu'il perdait le contrôle au profit de ses souvenirs. Pour se reprendre, il renifla rapidement les fleurs apportées par Chol-Jong. Faisant semblant de vouloir en savoir plus sur l'endroit où Soyoung avait grandi, Chol-Jong demanda à être montré autour de la maison de Kim Moon-gun. Bon-Gwan accepta à contre-cœur de l'accompagner. En marchant ensemble, Chol-Jong, qui commençait à s'intéresser de plus en plus à Soyoung, demanda s'il pouvait mieux la connaître. Cependant, Bon-Gwan refusa froidement. Chez ses beaux-parents, Chol-Jong observa attentivement tout, chaque personne, chaque pièce et les environs.
On le conduisit à une chambre remplie de trésors, où il trouva le coffre-fort de Kim Moon-gun, qu'il prévoyait de vérifier plus tard dans la nuit. Dehors, l'attention de Chol-jong fut attirée par un vieux puits. Cela lui rappela des souvenirs. Quand il était enfant, il avait été piégé dans ce puits avec un livre. Ensuite, Chol-jong eut du mal à respirer, et des éclairs de son passé, similaires à ses rêves, revinrent à lui. Pendant ce temps, Bong-hwan, confus, sentit les souvenirs de Soyoung affluer en lui. Il imagina l'odeur humide du puits et vit une vision du jeune Chol-jong et de lui-même se battant. Il vit aussi une jeune Soyoung en larmes, s'en voulant pour la mort de quelqu'un impliquant le jeune Byung-in. Alors qu'ils étaient perdus dans ses souvenirs, Hwa-jin arriva et appela le roi. Bong-hwan réalisa qu'Hwa-jin n'était pas aussi innocente qu'il l'avait pensé autrefois. Ensuite, un flash des souvenirs de Soyoung fit que Bong-hwan se mit soudainement à détester Hwa-jin. Il se souvint qu'Hwa-jin avait déjà fait semblant d'être Soyoung. Malgré tout, par compassion, Bong-hwan conseilla à Hwa-jin d'être honnête avec Chol-jong, mais Hwa-jin refusa rudement et s'éloigna. En se calmant dehors, Bong-hwan regarda Chol-jong avec sympathie. Grâce à ses cours d'histoire à l'école, Bong-hwan connaissait le passé tragique du roi Chol-jong. Le grand-père de Chol-jong avait été exécuté en exil après avoir été accusé de trahison. Son père avait vécu en exil avec lui et était finalement mort aussi. Il s'avéra que la grand-mère de Chol-jong, sa tante et son demi-frère avaient également été tués à cause de trahison. En sachant tout cela, Bong-hwan ressentit de la pitié pour Chol-jong. Chol-jong, qui avait commencé à changer son avis sur la reine, demanda à Soyoung de ne pas devenir son ennemi à l'avenir. Cette nuit-là au palais, Hwa-jin, en regardant le lac, fut visité par la reine douairière Jo, qui lui offrit une broche royale. En recevant la broche, quelque chose que seule une reine devrait avoir, Hwa-jin devint ambitieuse et souhaita devenir la véritable reine. Elle confia ensuite à la reine douairière Jo un grand secret entre elle et Soyoung. Pendant ce temps, la servante espionne faisait sa ronde de nuit lorsqu'elle trouva soudain le cintre de Wol sur le sol. De retour chez Soyoung, un eunuque, déguisé en uniforme du département de la justice, réussit à entrer dans la maison. Sa mission était de voler le livre de comptes dans le coffre-fort de Kim Moon-gun. Entre-temps, Chol-jong se réveilla de son état d'ivresse et décida de sortir discrètement avec le même objectif, trouver le livre de comptes. Mais alors qu'il cherchait, il tomba sur un eunuque, et une bagarre éclata juste devant la chambre de Bong-hwan. Celui-ci, à moitié éveillé, pensa voir deux personnes danser, mais lorsqu'un couteau frappa le mur, il réalisa qu'ils se battaient. Voulant aider, Bong-hwan, encore groggy, finit par frapper accidentellement Chol-jong avec un grand pot, permettant à l'eunuque de s'échapper. Le bruit fit que Byung-in, qui était en garde, accourut. Sachant que le chaos pouvait avoir de graves conséquences, Chol-jong tira rapidement Soyoung vers lui et l'embrassa passionnément, juste au moment où Byung-in arrivait. Ce n'était certainement pas ce que Byung-in voulait voir. Après que les choses se soient calmées et que Soyoung se soit rendormi, Chol-jong poursuivit sa recherche du livre de comptes, mais Kim Moon-gun l'avait déjà déplacé. Chol-jong se souvint alors à quel point Kim Moon-gun avait agi de manière étrange plutôt près du puits. Soupçonnant quelque chose, Chol-jong vérifia le puits et trouva le livre caché là. Juste au moment où il s'apprêtait à le prendre, un travailleur passa, et Chol-jong dut abandonner sa mission pour la nuit. Peu après, Chol-jong retourna dans la chambre de Soyoung, pensant à la personne avec qui il s'était battu, qui était déguisée en uniforme du département de la justice. Il commença à soupçonner que cette personne avait été envoyée par Byung-in. C'est la fin de la deuxième partie. La leçon morale de cette série est que si vous êtes coincé dans le corps de quelqu'un d'autre, autant en tirer le meilleur parti et cuisiner quelque chose de délicieux.